Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Et nous les avons ensuite dépouillés. Qui parle, combien de temps, sur quel sujet, quelle réaction. Donc globalement, les femmes, donc, qui sont 7% des participants, prononcent moins de 6% des mots. Dans la plupart des réunions, elles ne disent pas un mot. Il n'y a aucune femme qui prend la parole. Et quand elles prennent la parole, si le président de la séance est un homme, elles obtiennent 25% de mauvaises réactions de plus que les hommes. C'est-à-dire dans 25% de plus des cas, elles sont rembarrées. Et il est important de mentionner que les élites locales ne sont pas très sympathiques avec les villageois. Et les villageois reçoivent une mauvaise réponse, dans le sens une réponse agressive, une réponse qui ne répond pas à leurs complaintes, qui leur disent juste « taisez-vous ». Dans 48% des cas, si c'est un homme, 73% des cas, si c'est une femme. Donc les femmes vont peu aux réunions, parlent peu. Ce n'est pas tellement étonnant, puisque quand elles parlent, elles ne sont pas entendues. Qu'est-ce qui affecte Donc, on voit immédiatement la question de la première question, c'est comment changer la participation locale. On parle de participation quand on parle de décentralisation, mais la participation des plus faibles et des plus démunis est extrêmement limitée. Donc, qu'est-ce qui affecte la participation? Alors, on l'a vu en Indonésie. Si les gens, ça paraît tout simple, mais inviter les gens explicitement les fait venir davantage. Premier point. Et qu'est-ce qui affecte la participation effective, c'est-à-dire non seulement venir aux réunions, mais en plus prendre la parole. Alors, en Inde, d'abord, quand le chef de village est une femme, les femmes parlent plus et elles sont moins souvent interrompues. Alors, je vais introduire un nouvel exemple qu'on va suivre aussi un petit peu dans le reste de ce cours. C'est la politique des quotas en faveur des femmes en Inde. Donc, en 1993, je vous le disais, le 73e amendement de la Constitution d'Inde introduit le système des panchayats, qui sont des systèmes de groupements de villages qui administrent les biens publics locaux, les écoles, l'eau, etc., reçoivent des fonds du gouvernement et choisissent eux-mêmes comment les dépenser pour tout ce qui concerne l'infrastructure locale. Dans le même temps, cet amendement prévoit aussi la représentation des femmes obligatoire au niveau local. Donc, un tiers des sièges de chaque conseil de village doit être occupé par des femmes, et un tiers de ces conseils de village, qu'on appelle des panchayats, doivent être dirigés par une femme. Donc, c'est comme si dans un tiers des cas, les maires de communes devaient être des femmes, et qu'à chaque élection, tous les 5 ans, on choisissait au hasard quel village devrait élire une femme comme maire. La raison pour laquelle cela a été fait au hasard n'est pas pour favoriser l'évaluation, bien que ça le fasse, mais c'est pour assurer qu'il n'y aurait pas de manipulation où toutes les femmes se retrouveraient au fin fond du Bengale. Alors les femmes, donc lorsque Pradham est une femme, elles ont 13% de chances en plus de parler au conseil, donc on passe de 6% à 19%. Elles prononcent 1,3% de plus du total de mots, donc on passe de 6% à 7,5%, et leurs requêtes sont mieux reçues. Donc vous vous souvenez de cette barre, 47% de mauvaises réponses si la personne est un homme, 73% si c'est une femme, mais si la personne est une femme et que le maire est aussi une femme, on repasse à 47%. Donc avoir une femme maire permet d'améliorer la représentation des opinions politiques des femmes, qui après tout forment 50% de l'électorat. Deuxième exemple, revenons à nos routes. Nous avons vu que le fait d'augmenter la participation aux réunions n'est pas suffisant. Nous avons vu qu'on augmente la participation aux réunions, les gens viennent, mais cela ne réduit pas la corruption sur les routes. Or, cette intervention, si vous vous souvenez, avait à la fois des invitations aux réunions et des formulaires de commentaires que les gens pouvaient remplir de manière anonyme. Est-ce que ces formulaires de commentaires sont plus efficaces? Eh bien, ils sont plus efficaces dans une condition particulière.
Donc voilà les vols de matériel dans les villages contrôle, 25%. Invitation, pas de changement. On passe de 25% à 22 ou 23%. Invitation et commentaires. Si les commentaires sont distribués par les chefs de village ou les chefs de quartier, pas d'amélioration, même un léger empirement. Mais s'ils sont distribués dans les écoles, une forte diminution, de 27, donc une différence de 28 à 18. Donc il y a une forte différence entre distribuer vos commentaires de vos formulaires par les chefs de village et par les écoles. Pourquoi ? Parce que par les écoles, c'est tous les enfants qui vont à l'école et ils ramènent leurs formulaires chez eux, tandis que dans les chefs, si vous les donnez aux chefs de village, ils les donnent plutôt à leurs camarades, et donc la capture par l'élite revient en force. Donc cela vous montre cet exemple à quel point les détails sont importants. C'est-à-dire, on parle de participation, on parle de décentralisation, formidable. Mais sans réfléchir à quelles sont les règles exactement pour s'assurer que cette participation est de fait soit effective et soit réelle, eh bien, ça n'a tout simplement pas de sens. Si vous distribuez des formulaires de commentaires par l'intermédiaire des chefs de village, eh bien, ils arrivent chez les amis des chefs de village et ça n'a pas d'impact. Si vous les distribuez par les écoles, ça a un impact important. Donc c'est quelque chose qui montre qu'il faut dépasser les grands débats pour arriver à de quoi on parle exactement quand on parle de démocratie. Donc les formulaires ou le vote, les formulaires en particulier quand ils sont distribués par les écoles de manière efficace, semblent plus efficaces pour permettre aux préférences populaires de s'exprimer réellement. Donc les détails des règles sont importants. Donc pour vérifier cette idée de est-ce que les votes marchent mieux que les réunions, qui sont pourtant le processus normal de décision dans un gouvernement décentralisé, Ben Holken a entrepris une deuxième expérience dans quelques villages du KDP, 28 dans le groupe test et 21 dans le groupe de contrôle. Cette expérience ne porte plus sur la corruption, mais elle porte sur le détail, mais elle porte sur la décision de quel projet mettre en œuvre et où le mettre en œuvre. Donc c'est une expérience qui est en amont. L'expérience sur la corruption était en aval. Une fois que les gens avaient choisi de construire une route, on vérifie la corruption dans le processus de construction de la route. Ici, on est en amont, c'est-à-dire comment les gens choisissent le projet. Donc, le processus normal dans le cadre du programme KDP est le suivant. Il y a une série de réunions de quartier où chaque quartier élabore une liste. Et puis ensuite, il y a une grande réunion de tout le village où le village choisit un projet dans chaque liste. Sachant qu'on demande 2 projets nécessairement, un projet qui représente l'ensemble de la communauté et un projet qui représente les femmes seulement. Donc, chaque quartier élabore ces 2 listes, une pour le projet général, une pour le projet des femmes, puis ensuite tout le monde se met ensemble et on choisit 2 projets. Donc ça, c'est le processus normal. Et dans 28 villages, il a été mis en place un référendum où le processus est exactement le même, sauf qu'à la place de la réunion finale de tout le village, on organise un vote dans le village pour savoir quel projet choisir dans les propositions qui émanent de chacun des villages. Donc le taux de participation moyen a été important, 60%, donc plus de 20 fois supérieur à celui des participations aux réunions. Pour le projet général, il n'y a eu aucun changement dans le type ou le lieu de projet choisi. Donc vous voyez le type de projet, beaucoup de routes, un petit peu de projet d'eau, un petit peu d'autres types de projets. Ça, c'est le projet choisi avec les élections et avec la réunion, pas tellement de changements. Et pour l'endroit où est choisi le projet, aussi à peu près les mêmes fractions de projets sont mis dans les villages pauvres, les villages moyens ou les villages les plus riches. Par contre, pour le projet des femmes, c'est-à-dire le projet qui a été choisi dans la liste femmes, celui-ci a changé de type et a aussi eu beaucoup plus de chances d'être situé dans des quartiers pauvres. Donc voilà le projet des femmes. Vous voyez dans les élections plus de routes et d'eau, et avec les réunions, plus dans la catégorie autre. Donc on change de type de projet, et surtout on change de localisation,
avec beaucoup plus de projets qui sont localisés dans les villages les plus pauvres, dans la partie du village la plus pauvre, avec les élections qu'avec les réunions. De plus, partout, même dans les endroits où le type de projet choisi ou la localisation du projet choisi, les villageois sont beaucoup plus heureux du programme KDP quand ils ont pu voter que quand le processus a eu lieu par une série de réunions. Et ils sont aussi plus prêts à participer financièrement. Donc c'est la différence ici, les effets directs sur la satisfaction, donc différence entre traitement et contrôle sur une échelle de 0 à 4. Donc on voit une augmentation de la proportion de gens qui disent que le projet a été choisi en accord avec leurs priorités, une augmentation du nombre de gens qui disent que le projet va leur bénéficier, une augmentation du nombre de gens qui disent qu'ils sont satisfaits, etc. Donc le processus de vote augmente la légitimité du processus, même quand le résultat final est inchangé. Donc ça montre l'importance du processus, pas seulement pour le résultat final, mais pour la satisfaction des gens au fur et à mesure. Deuxième question, donc on a parlé de la capture par l'élite, et maintenant parlons de la tyrannie de la majorité. Vous noterez que même dans le cadre du référendum, dans le projet dont je viens de parler, le principe d'un projet spécifique pour les femmes a été maintenu. Donc il y a un projet général et un projet spécifique pour les femmes. Donc il a été reconnu par le législateur que le vote n'est pas suffisant pour s'assurer que les besoins des femmes soient pris en compte. Donc on ne fait pas entièrement confiance à la démocratie pour s'assurer que les besoins spécifiques des femmes soient pris en compte. Dans un système décentralisé, des groupes défavorisés comme les femmes peuvent avoir du mal à faire entendre leurs préférences, en particulier comme, quand on l'a vu, elles ne peuvent pas venir aux réunions ou quand elles viennent aux réunions, on ne leur parle pas. Donc pour répondre à ce problème, des règles particulières peuvent être adoptées afin qu'une représentation satisfaisante des femmes ou des minorités soit assurée. Donc par exemple, 2 projets différents, comme celui du KDP, où on s'assure qu'il y a un projet qui est choisi par les femmes, ou une représentation obligatoire, donc des quotas, pour les femmes, la parité, donc, qui a été adoptée dans plus de 100 pays. Donc, dans plus de 100 pays, dont la France, il y a une représentation, il y a des règles qui assurent la représentation politique des femmes. La représentation politique des minorités est présente dans certains pays, comme par exemple en Inde, où depuis l'indépendance, il y a une représentation politique de ce qu'on appelle les castes répertoriées, qui sont les anciens intouchables. Et le même amendement constitutionnel qui a créé le système des panchayats a également rendu obligatoire la représentation des femmes et des minorités. Donc pour les femmes, on l'a déjà vu, 1/3 des sièges, et pour les minorités, la représentation est proportionnelle à leur représentation dans chaque district. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que l'identité du pradhan, donc par exemple si c'est une femme ou si c'est quelqu'un des castes répertoriées, est-ce que l'identité du pradhan modifie les décisions d'investissement qui sont prises par ces conseils de village? Avant que nous voyions le résultat, je voudrais noter que ça n'a rien d'évident, puisque si la démocratie était parfaite, dans la mesure où le dirigeant doit prendre en compte les besoins de tout le monde dans la population pour se faire élire, son identité ne devrait pas avoir d'impact sur le type de projet réalisé. Inversement, si la démocratie était tellement capturée par les élites que de toute façon, quel que soit le chef de village nominal, ce sont les élites qui décident, eh bien, changer l'identité du chef de village n'aurait aucun effet. C'est ce qu'on a très souvent dit en Inde dans le cas des femmes, où on dit de toute façon c'est leurs maris qui prennent les décisions pour elles. Donc maintenant, voyons ce que nous trouvons. Donc pour le savoir, en travaillant avec Raghav Chattopadhyay, qui est un professeur à Calcutta, nous avons conduit des exercices participatifs d'identification des ressources qu'on appelle PRA pour l'acronyme anglais. Ça consiste à faire la chose suivante, aller dans un village, faire réunir tous les membres du village, enfin quartier par quartier, et leur demander de créer avec des matériaux locaux, des cailloux, des bouts de bois, etc., une carte de leur village. Alors il se trouve que nous avons, je pense que nous avons, et certainement les villageois ont, une très bonne représentation géographique de leur village. Et ensuite, cette carte est transcrite sur le papier, donc ça nous donne une carte avec le village, voilà le hameau des Intouchables, un petit lac, tout cela signifie des puits, le centre d'éducation, etc. Donc nous avons réalisé ces cartes en leur demandant au fur et à mesure
eh bien, ce puits, quand est-ce qu'il a été construit, quand est-ce qu'il a été réparé. Ce qui nous permet de savoir les investissements réalisés sur le terrain depuis l'élection du prochain Pradhan. Et comme les quotas sont attribués de manière aléatoire, et comme il n'y a essentiellement pas de femmes élues dans les endroits où il n'y a pas de quotas pour les femmes et pas d'intouchables élus dans les endroits où il n'y a pas de quotas pour les intouchables, cela nous permet de comparer directement les investissements réalisés par les femmes et par les hommes ou réalisés par les intouchables et les non intouchables. Alors en commençant par les intouchables, il n'y a aucun changement significatif sur le type d'investissement construit. Les intouchables font la même chose que les autres. Par contre, il y a un fort effet sur où ces investissements sont construits. Et en particulier, on a 14% de plus d'investissements dans les hameaux intouchables quand le Pradhan est intouchable. Donc ça montre bien que l'identité de la personne au pouvoir a une importance. Maintenant, l'impact des quotas pour les femmes. Donc nous voudrions répondre à la même question. Est-ce qu'il est le cas que quand les femmes ont le plus de pouvoir, les décisions politiques reflètent mieux leurs besoins? Or, on ne peut pas ici adopter le même truc de regarder où les investissements ont lieu, puisque les femmes et les hommes, en général, habitent au même endroit. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est savoir que veulent les femmes et que veulent les hommes. Et comment le savoir? Alors, on pourrait juste leur demander, mais il y a un risque que les femmes et les hommes nous disent ce qu'ils pensent que nous attendions d'eux. Donc, une autre façon, c'est d'utiliser les préférences révélées par le vote. Donc il y a au Bengale un système de plainte officielle. Donc si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, vous pouvez déposer une plainte. Et nous avons collecté toutes les informations sur ces plaintes pour savoir de quoi se plaignent les hommes et de quoi se plaignent les femmes. Et nous pouvons ainsi avoir une idée de l'importance de différents biens publics pour les femmes et pour les hommes. Alors au Bengale occidental, les femmes se plaignent de l'eau. L'eau est très importante pour elles, beaucoup plus que pour les hommes, donc les femmes en bleu, les hommes en rouge, et des routes. Par contre, il faut le noter parce que ce n'est pas forcément l'image qu'on a dans la tête, elles s'intéressent assez peu à l'éducation. Il y a 2 fois plus de plaintes sur l'éducation chez les hommes que chez les femmes, et plus classiquement, elles s'intéressent beaucoup moins à l'irrigation. Au Rajasthan, qui est un autre État où nous avons fait l'étude, à nouveau les femmes s'intéressent à l'eau, mais là elles ne s'intéressent pas aux routes. Il y a à peu près peu de différence sur les autres biens. À nouveau, on retrouve l'éducation. Donc cela nous donne une prédiction précise. On s'attend maintenant à, si il est de fait vrai que les femmes mères réalisent des investissements que les femmes veulent, eh bien on devrait voir plus d'eau au Bengale et au Rajasthan, plus de routes au Bengale, moins de routes au Rajasthan et moins d'écoles au Bengale. Donc voyons ce qu'on voit. Bengale, plus d'eau, donc ça va dans le bon sens. Plus de routes, ça va toujours dans le bon sens. Les femmes aiment les routes au Bengale. Moins d'écoles, ça va toujours dans le bon sens. Les femmes n'aiment pas les écoles au Bengale. Et pas d'effet sur l'irrigation, très peu d'effet sur l'irrigation, ce qui est le seul résultat qui ne va pas vraiment dans le bon sens. Rajasthan, plus d'eau, c'est à ça qu'on s'attend. Moins de routes, c'est à ça qu'on s'attend. Et au Rajasthan, et aucun effet sur l'irrigation, il n'y avait pas de différence. Au Rajasthan, les panchayats ne contrôlent pas les écoles. Donc on n'a pas pu voir la différence. Donc il semble bien, ces résultats suggèrent que les règles qui favorisent l'élection de femmes entraînent bien que les équipements construits correspondent mieux aux besoins des femmes. Donc l'identité, on l'a vu pour les intouchables mettent plus de biens dans les hameaux intouchables, et les femmes font plus de choses que les femmes veulent. Donc ça montre bien que les règles qui imposent une représentation des minorités ou des groupes défavorisés, femmes ou castes, ont une influence sur le type de réalisation. Et je tiens à dire que ces résultats persistent dans le temps, parce qu'on pourrait dire que c'est juste au début et qu'après ça disparaît. Nous avons réalisé une nouvelle enquête en 2005. Nous avons pu constater que les femmes élues la 2e fois investissent de la même façon que celles élues pour la première fois. Et il n'y a pas de retour en arrière dans les endroits où les hommes reviennent au pouvoir. Donc ce n'est pas seulement une histoire de cycle où les femmes investissent dans les puits, puis les hommes détruisent les puits et construisent des écoles avec les briques. Donc nous constatons bien une redistribution claire au profit des femmes. Est-ce que nous pouvons en conclure que cela améliore le bien-être social? Il n'y a pas vraiment, c'est une redistribution. Donc on peut penser qu'il est juste
d'un point de vue d'équité. Il est juste que les femmes aient le droit d'intervenir dans le processus de décision publique. Donc c'est une question d'équité, mais on ne peut pas prouver, on ne peut pas dire que c'est nécessairement bien au point de vue du bien-être de tous. Ça dépend si on s'intéresse plutôt plus à l'eau ou plus aux écoles. Et pour le juger, c'est une décision en particulier que le chercheur ne va pas faire. C'est un choix politique, un choix de société. Donc on ne peut pas dire qu'il est forcément bien de donner le pouvoir aux femmes. Étant donné que c'est le cas, est-ce qu'il est raisonnable de donner le droit à un État central, le droit d'imposer quelque chose, en particulier par exemple une femme mère dans ce cas, à des citoyens qui de toute évidence n'en veulent pas, puisque sans les quotas, seuls 7% des pradam sont des femmes. Donc, dans la mesure où l'allocation des biens elle-même ne nous permet pas de dire si l'allocation des biens elle-même est meilleure ou pire quand il y a une femme, il faut avoir recours à d'autres arguments. Le premier, je l'ai déjà mentionné, c'est un argument d'équité. Dans la mesure où, en l'absence de quotas, les femmes ne sont pas élues alors qu'elles représentent mieux les besoins des femmes, on peut penser qu'il est juste de forcer les gens à élire des femmes de manière à ce que les besoins des femmes soient pris en compte une fois de temps en temps. C'est un argument d'équité. Il peut aussi y avoir un argument d'efficacité. On peut penser que, quelle que soit la raison pour laquelle il y a une préférence politique pour les hommes et pas pour les femmes, ces raisons peuvent être soit fondamentales, c'est-à-dire vraiment les gens n'aiment pas avoir une femme mère. Dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment le changer. Soit elles peuvent être moins fondamentales. Ça peut venir par exemple d'une ignorance de la compétence des femmes. Dans ce cas-là, on peut penser que forcer les gens à faire l'expérience des femmes peut faire évoluer les mentalités à l'égard des femmes en politique. Or, s'il se trouve que les femmes sont tout aussi compétentes, cela multiplie par 2 le réservoir potentiel de dirigeants et donc améliore potentiellement la qualité de la décision. Donc, si on peut penser que ces préférences sont finalement pas si profondes que cela et peuvent changer avec l'expérience, dans ce cas-là, avoir des quotas de manière temporaire peut être justifié d'un point de vue non seulement d'équité, mais d'efficacité. Donc ça nous amène évidemment à la question suivante. La politique des quotas modifie-t-elle les préférences politiques? Alors, on distingue en termes de discrimination 2 types de discrimination. La discrimination pure, qui vient du goût, c'est-à-dire la préférence fondamentale pour les femmes versus les hommes, et la discrimination qu'on appelle statistique. Alors, comment les séparer? La discrimination de goût, c'est une discrimination profonde, c'est-à-dire vous n'aimez pas avoir une femme leader. À compétence égale, vous choisirez toujours un homme. Et même, vous êtes prêt à sacrifier une certaine dose de compétence de manière à avoir un homme qui vous dirige. C'est une question de préférence. Donc, de la même façon, par exemple, qu'on a un racisme, on pourrait avoir un racisme de préférence. Simplement, on n'aime pas les gens d'un autre groupe ethnique, point. Deuxième type de discrimination plus subtile, c'est ce qu'on appelle la discrimination statistique. C'est-à-dire, à compétence égale, les citoyens seraient prêts à élire une femme, mais ils pensent qu'en moyenne, les femmes sont moins compétentes. Ces deux types de discrimination peuvent très facilement se renforcer mutuellement. En particulier, si votre discrimination de goût est suffisamment forte pour que vous n'ayez jamais vraiment eu l'occasion de faire l'expérience d'une femme, dans ce cas-là, vous pouvez penser que les femmes ne sont... Si vous pensez au départ que les femmes ne sont pas efficaces en tant que leader, vous n'aurez jamais l'occasion de faire l'expérience qui vous permettra de vous convaincre du contraire. Donc la discrimination de goût et la discrimination de statistique se renforcent mutuellement. Donc comment une politique de quotas peut améliorer ces types de discrimination? On peut penser que la discrimination pure est profonde et probablement difficile à changer. Elle a à voir avec les normes sociales, elle a à voir avec l'organisation de la société. On peut penser qu'il est difficile de la modifier. Mais si la discrimination statistique est bien due au fait qu'à un manque d'expérience, dans ce cas-là, on peut penser que les quotas donnent aux femmes l'occasion de prouver leur valeur et de ce fait peuvent réduire la discrimination statistique. Donc nous allons maintenant tester ces 2 propositions. Est-ce que la discrimination pure change avec les quotas? Est-ce que la discrimination statistique change avec les quotas? Avec la prédiction que la discrimination pure a peu de chances de changer avec les quotas, mais que la discrimination statistique pourrait. Alors comment mesurer la discrimination pure, la discrimination de goût?
là encore, on peut la séparer en deux catégories. Une discrimination explicite, ce que les gens disent eux-mêmes, et une discrimination implicite, qui est ce que les gens pensent profondément sans oser le dire à un investigateur ou sans oser se l'admettre à eux-mêmes. Le problème de la discrimination explicite, c'est qu'elle renferme des messages. Donc, par exemple, je ne veux pas avouer que je discrimine contre les femmes, ou je ne veux pas avouer que je suis raciste. Ou inversement, je veux avouer que je discrimine contre les femmes pour faire comprendre aux politiciens, par le biais de l'investigateur, qu'il ne faut pas qu'ils m'imposent des femmes si je suis contre les quotas. Donc, d'où l'idée de mesurer la discrimination avec la discrimination implicite. Donc, une équipe de psychologues à Harvard a développé des tests qu'on appelle des tests d'association implicite qui marchent de la manière suivante. Je vais vous montrer les graphiques. Donc, la personne voit un écran. C'est un test qui se fait sur l'ordinateur. La personne voit un écran. Vous voyez un homme politique et une femme politique. Un homme leader et une femme leader. Et vous voyez ici une dame qui pleure, et ici un homme et un homme qui sont heureux. Donc, vous voyez ensuite une image. Donc, c'est une image d'un homme politique. Donc, vous devez appuyer sur le côté gauche de l'écran. Vous avez un joystick, vous appuyez sur le côté gauche de l'écran pour ranger cette image ici. Et ensuite, vous entendez un mot, par exemple, mal, et vous devez aussi le ranger de ce côté-là. Ensuite, une nouvelle image vient. C'est une image de femme, vous la mettez là. C'est une image d'homme, vous le mettez là. Et de nouveaux mots. Donc, c'est ce qu'on appelle une double catégorisation. C'est-à-dire, on vous demande de ranger ensemble toutes les mauvaises choses et tous les hommes leaders, et de ranger de l'autre côté toutes les bonnes choses et toutes les femmes leaders. Donc, ça, c'est une possibilité. Et vous faites les choses en alternance. Une femme ou un homme, une image de femme ou d'homme, un nom de bonnes choses ou de mauvaises choses. Ensuite, pareil, vous finissez cet exercice avec les écrans indiqués comme ça, et ensuite vous avez l'autre exercice avec la femme leader et la catégorie mauvais mis du même côté, et l'homme leader et la catégorie bien mis du même côté. Et vous faites le même exercice, une vingtaine de catégories. Donc évidemment, dès que vous avez pris l'habitude, vous ne vous trompez pas, puisqu'il est absolument clair qu'est-ce qui est mâle et qu'est-ce qui est femme leader. Donc femme leader va là, les mâles ça va là. Donc vous savez faire cet exercice, il n'y a pas de possibilité d'erreur. En revanche, l'idée est qu'il est plus facile de mettre ensemble de l'écran ce qui vous paraît aller ensemble que si on vous demande de faire l'exercice opposé. Ce qui signifie que il est plus facile et plus rapide de faire l'exercice quand par exemple, si vous n'aimez pas les femmes leaders, il est plus facile et plus rapide de faire l'exercice si les femmes leaders et la catégorie mauvaise sont du même côté de l'écran. Donc on fait faire aux gens les deux blocs. Le bloc qu'on appelle stéréotypique, donc qui est censé être plus facile pour eux s'ils n'aiment pas les femmes leaders, et le bloc non stéréotypique qui est censé être plus facile pour eux si ça ne les dérange pas. Donc on fait les deux et on mesure la discrimination par la différence de temps passé sur les deux. Si ça vous intéresse, sur le site implicite, il y a toute une série de tests que vous pouvez faire pour voir si vous aimez le progrès ou la tradition, pour voir si vous êtes raciste, pour voir si vous aimez, si vous discriminez contre les femmes en politique, les femmes en carrière, etc. Donc voilà, donc nous avons construit ce test adapté à cette situation, et voilà une petite fille qui fait le test avec l'investigateur sur son ordinateur. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? D'abord, sur la discrimination explicite, les quotas aggravent ce que les gens déclarent penser des femmes leaders. Donc voilà, ceci est la différence entre l'opinion favorable pour les hommes et l'opinion favorable pour les femmes. Donc les gens préfèrent les hommes, et ils préfèrent encore plus les hommes dans ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous pensez des femmes leaders en général ? Qu'est-ce que vous pensez des hommes leaders en général ? Les gens sont encore plus biaisés en faveur des hommes quand ils ont subi la politique de quotas. C'est le cas pour les hommes, mais pas spécialement pour les femmes. Pour la discrimination implicite, aucun effet. Donc pour la discrimination en termes de goût, ce n'est pas très encourageant. Il n'y a ou bien pas d'effet, ou même ce qu'on appelle un backlash,
C'est-à-dire les gens protestent contre les quotas en se déclarant encore plus anti-femmes qu'avant. Passons maintenant, donc ça c'est un petit peu ce qu'on prévoyait, c'est-à-dire c'est dur à changer si rapidement. Passons maintenant à la discrimination statistique. Alors on a le même problème avec la discrimination statistique, comment savoir ce que les gens pensent vraiment des femmes? Alors la manière dont on le fait, dont nous l'avons fait ici, c'est que nous avons pris un discours qui a été prononcé par un pradhan dans une de ces assemblées que nous avons enregistrées, nous avons vu les résultats, un discours prononcé par un pradhan, assez court, et fait enregistrer ce discours par une série d'hommes et une série de femmes. Une dizaine de voix d'hommes et une dizaine de voix de femmes. Et ensuite, nous allons voir les participants chez eux et nous choisissons au hasard la bande. Donc, la moitié des participants entendent un discours prononcé par un homme et l'autre entendent le même discours prononcé par une femme. Et ensuite, on leur pose des questions sur le discours, la qualité du discours, si le pradhan a bien pris en compte le problème du villageois, si c'est un pradhan qui a l'air compétent, si c'est quelqu'un pour qui vous voteriez, etc. Donc si un participant a tendance à mal noter le discours prononcé par une femme alors que le contenu du discours est le même, c'est une indication de discrimination statistique, puisque un jugement différencié est porté sur la base d'une information qui est exactement la même, à part qu'il y a un homme et une femme. Et si les différences de point de vue se rapprochent ou disparaissent dans les villages où il y a eu des quotas pour les femmes dans le passé, cela indiquera que la politique des quotas aide à réduire la discrimination statistique. Alors voyons les résultats. Première chose, donc c'est la différence ici entre le jugement pour une femme et le jugement pour un homme. Donc vous voyez que les femmes sont jugées beaucoup plus négativement que les hommes. Ça, c'est dans les endroits où il n'y a jamais eu de femme mère. Mais dans les endroits où il y a une femme mère, on passe d'un biais négatif contre les femmes à un biais positif contre les femmes, en faveur des femmes, en tout cas pour ce qui concerne les hommes. Pour ce qui concerne les femmes, on réduit, le biais négatif contre les femmes était plus faible, et il se réduit sans s'inverser. Dans les deux cas, donc, on a une progression. Dans le cas des hommes, elle est assez spectaculaire, puisqu'on passe d'une discrimination statistique contre les femmes à une discrimination statistique en faveur des femmes, quand on a, pour les gens qui ont fait l'expérience des femmes grâce aux quotas. Donc il semble bien que les quotas aient permis, en tout cas aux hommes, de réaliser que les femmes n'étaient peut-être pas si incompétentes qu'ils en avaient l'impression précédemment. Donc, pour faire le bilan, après avoir fait l'expérience d'une femme dirigeante grâce aux quotas, les électeurs expriment plus de résistance vis-à-vis de l'idée d'une femme dirigeante, ce qu'on a vu dans la discrimination explicite. Ils ne semblent pas avoir évalué quant à leurs préférences profondes, ce qu'on a vu avec les tests de discrimination implicite, mais ils ont clairement changé d'opinion sur la compétence des femmes. Alors, il y a potentiellement une question maintenant. Est-ce que, quand on met tout cela ensemble, est-ce que cela se traduit par une augmentation de la probabilité que les femmes soient élues? On pourrait penser que oui ou que non. Non, si les gens votent essentiellement avec leur intuition et pas tellement dans l'espoir d'avoir le leader le plus compétent possible. Et oui, si la compétence était un élément important de la décision de vote. Et on peut voir que oui. Voici les votes aux élections de 2008 sur les sièges non réservés, donc les sièges libres où hommes et femmes peuvent être candidats. Et vous voyez que la proportion de femmes élues en tant que maires passe de 9% dans les sièges, dans les villes qui n'ont jamais été réservées pour les femmes, 13% quand elles ont été réservées une fois, et 17% quand elles ont été réservées 2 fois. Donc la proportion des maires monte progressivement au fur et à mesure des quotas, ce qui montre que les gens votent essentiellement, votent avec leurs idées sur la compétence et pas seulement sur les préférences exprimées ou les goûts. Donc la compétence compte aussi. Ça nous conduit à la question suivante, c'est qu'est-ce qui détermine les préférences politiques? Nous avons vu que l'identité du leader politique, sa caste, son sexe, a une influence sur les décisions qui sont prises. Et peut-être à cause de cela, beaucoup de démocraties dans les pays en développement souffrent de politiques sectaires ou de politiques ethniques. Les électeurs votent en fonction de leur ethnie ou leur groupe, par exemple leur caste en Inde, ou leur ethnie dans les pays africains, même si ça les conduit à élire des hommes politiques qui sont de mauvaise qualité, par exemple qui sont corrompus, parfois criminels. Par exemple, en Uttar Pradesh, il y a une fraction non négligeable de députés qui sont en prison,
parce qu'ils sont criminels. Donc, cette préférence, un exemple assez frappant de cette préférence, de cette tendance à voter sur des critères ethniques, à voter en essayant de protéger sa propre ethnicité et donner au Bénin. Je vais vous donner un exemple dans un moment. Et cette possibilité, cette tendance à voter pour sa caste, pour son groupe ethnique, touche malheureusement d'autant plus les plus pauvres ou les groupes marginalisés, qui ont moins tendance à être représentés dans les courants politiques principaux, les partis politiques principaux, où, on l'a vu, ont moins tendance à être représentés par des gens qui ne sont pas de leur groupe ethnique. Donc, par exemple, le slogan du grand parti des basses castes en Uttar Pradesh, c'est notre voix pour vos décisions, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'il vaut mieux un filou de votre groupe qu'un filou du groupe d'à côté. Ce qui encourage évidemment la politique ethnique et se traduit par une mauvaise qualité des dirigeants qui se traduit par la corruption dont on a parlé. Je vais vous donner un exemple frappant au Bénin. C'est une étude d'un professeur de sciences politiques à New York University qui vient du Bénin, qui s'appelle Léonard Van Chekon, qui était militant dans le mouvement étudiant au Bénin, qui a participé à leur renversement du pouvoir à l'époque, et maintenant le Bénin est une démocratie. Et donc il a fait cette étude au cours d'une élection présidentielle démocratique entre 4 candidats, qui sont de 4 partis différents, qui se connaissent tous bien, puisqu'ils ont tous été dans les mêmes prisons en même temps, en particulier qui connaissent tous bien Léonard Van Chekon. Donc grâce à ça, ils ont accepté de faire l'expérience suivante. Ils ont choisi 8 districts où l'un ou l'autre de ces candidats dominait largement, donc 2 districts pour chaque candidat. Et dans chaque district, ils ont choisi 2 villages où ils ont changé la nature du message politique. Donc dans la moitié des villages, le village recevait un message clientéliste et dans l'autre un message d'intérêt public, en plus des messages habituels. Donc le message clientéliste, par exemple pour un candidat, donc nous sommes les porte-parole du candidat Saka Lafia qui se présente aux élections présidentielles du 3 mars 2001. Comme vous le savez, Saka est le seul candidat Bariba et le premier depuis 1960. Saka se présente car la région du nord-est est très sous-développée, taux d'alphabétisme faible, infrastructures et centres de santé très pauvres, etc. S'il est élu, il représentera les intérêts de la région de Borgou-Aligari en construisant des écoles, des hôpitaux et des routes, et surtout en engageant des Bariba dans l'administration. Donc le discours clientéliste. Ensuite, il y a le discours d'intérêt public. Nous sommes les porte-parole de Saka Lafia, l'USD. Notre parti défend la démocratie et la solidarité nationale. Saka se présente comme le candidat de l'opposition. S'il est élu, il engagera une réforme nationale de l'éducation et du système de santé publique qui mettra l'accent sur la construction d'écoles, d'hôpitaux et sur la campagne de vaccination. En accord avec d'autres leaders de l'opposition, nous lutterons contre la corruption et pour la paix entre tous les groupes ethniques et toutes les régions du Bénin. Donc, ces discours-là ont été prononcés à chaque fois dans des endroits où le candidat Saka Lafia est extrêmement dominant. Donc, c'est dans des endroits où le vote attendu pour lui était de 70%. Et c'est seulement dans 2 villages, donc évidemment, ça n'allait pas changer la nature des élections, mais ça nous apprend un petit peu qu'est-ce qui fait voter les gens. Et malheureusement, ce qui fait voter les gens, c'est le discours clientéliste, qui amène donc dans les villages public, message public, 60% des gens ont voté pour le leader et presque 80% dans les endroits du clientéliste. Donc on voit que ça semble être une partie importante des votes. Alors est-ce qu'on considère que c'est une fatalité et on en reste là? À quel point les attitudes politiques sont-elles fixées? Mais l'exemple indien de la politique de quotas montre que le comportement électoral n'est pas profondément fixé. Les électeurs qui n'avaient jamais voté pour une femme sont plus disposés à le faire après avoir fait l'expérience d'un leader féminin. Donc ça montre que les préférences politiques, même les préférences politiques clientélistes, elles correspondent moins peut-être à des préférences profondes qu'à l'impression qu'on sera mieux traité par quelqu'un de son propre groupe ethnique. Ce qui suggérerait que les attitudes politiques pourraient être modifiées par d'autres types d'actions, à part des quotas, comme des campagnes d'information, des campagnes de sensibilisation. Et donc, il y a beaucoup de groupes, souvent des ONG, d'ailleurs, plus que des partis politiques, qui évidemment ont un intérêt dans l'affaire, qui essayent de convaincre des citoyens de ne pas voter en fonction de critères ethniques,
mais de tenir compte d'autres qualités du candidat. Et je vais vous montrer deux exemples qui montrent la flexibilité des attitudes politiques. D'abord, une campagne contre la violence au Nigeria, et puis une campagne contre la corruption et le vote de caste en Inde. Je montre la campagne pour le Nigeria d'abord. Elle a été organisée au Nigeria par ActionAid. Alors, vous savez sans doute que le Nigeria est une démocratie extrêmement fragile, que c'est en fait les dernières élections qui ont eu lieu au printemps dernier sont quasiment les premières élections qui sont plus ou moins démocratiques. Il y a eu d'autres élections plus ou moins démocratiques, mais celles-là sont les premières qui le sont réellement. Il y a énormément de violence politique au Nigeria, d'intimidation, de la part à la fois des candidats gouvernementaux et des candidats d'opposition. Et donc, cette campagne, ActionAid est une très grosse ONG qui existe dans plusieurs pays, dont le Nigeria, qui organise une campagne contre la violence électorale, qui combine théâtre de rue, discours et réunions pour apprendre à résister à la violence électorale. Par exemple, une affiche dites non à la violence aux élections, avec une urne et des fusils qui la barrent. Donc voter contre les politiciens violents. Et donc cette campagne a été évaluée par Paul Collier et Pedro Vicente. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec ActionAid, qui travaillait dans beaucoup de villages, mais ils ont isolé 24 villages, 24 régions, districts, et n'ont pas mis en place la campagne dans 12 régions, ce qui permet de comparer ce qui se passe quand on a la campagne et quand on ne l'a pas. Pour évaluer l'impact de cette campagne, on va d'abord savoir l'impact sur la violence électorale, l'impact sur les perceptions de la violence électorale et l'impact sur la perception qu'on est dans une démocratie et sur les intentions de vote. Donc pour savoir l'effet sur la violence électorale, ils ont embauché des journalistes qui avant la campagne et avant la campagne d'information et tout au long, ont documenté ce qui se passait dans les villages. Donc des journalistes qui faisaient le journal de ce qui se passait dans ces endroits, est-ce qu'il y avait des incidents de violence électorale, etc. Et donc ce qu'on voit, c'est voilà le nombre d'incidents de violence électorale chaque semaine avant. Donc on en a 2,6 dans les groupes contrôle et 2,8 dans les groupes traitement, donc très similaire, ce qui est normal puisque c'est avant que la campagne contre les élections ait lieu. Et après, pas de changement dans les groupes de contrôle et une baisse dans le groupe de traitement. Donc cette campagne a permis de faire baisser la violence électorale, ce qui est évidemment un premier pas. Est-ce que les gens s'en sont rendus compte? Il semble que oui. Même graphique, même type de graphique, avant et après, dans les groupes de contrôle, dans les groupes de traitement. Dans les groupes de contrôle, pas d'évolution sur la perception de la violence par les citoyens. Dans le groupe de traitement, la perception de la violence diminue. Ils ont ensuite demandé aux gens leurs intentions. Est-ce que les gens pensaient aller voter? Tout cela se passe avant les élections. Est-ce que les gens pensaient aller voter? Et il y a une augmentation d'à peu près... on passe de 9% à 15% d'augmentation dans les intentions d'aller voter. Donc, au cours du temps, les gens, comme on voyait que le scrutin était compétitif, était un vrai scrutin, les gens avaient plus l'intention d'aller voter, mais cette augmentation est plus forte là où il y a eu le vote, où il y a eu les campagnes contre la violence. Et finalement, perception que l'élection est libre et juste. Dans le groupe de contrôle, il y a une forte baisse au cours du temps. Dans le groupe de traitement, une baisse, mais beaucoup plus faible. Et donc, on en arrive avec une différence entre le traitement et le contrôle. Donc, cela montre qu'une campagne, ici, contre la violence électorale, nous permet de faire baisser à la fois la perception de la violence, la participation aux élections et la confiance dans le processus électoral. Ce qui montre que les préférences électorales et les attitudes politiques ne sont pas forcément extrêmement fixées. Autre exemple, campagne électorale en Uttar Pradesh, un des États les plus peuplés de l'Inde, cet État où une partie non négligeable des députés sont en prison. Donc c'est une étude d'Abhijit Banerjee, Rohini Pandey, Don Green et Jennifer Green,
L'Uttar Pradesh est dominé par une politique complètement fondée sur la caste. Le Premier ministre aujourd'hui, qui s'appelle Mayawati, est le leader du BSP, qui est le parti des intouchables. Et il s'agit d'un milieu politique extrêmement criminel, comme on le disait. Donc ils ont fait 2 campagnes. Une campagne qui associe, un peu sur le même type que la campagne ActionAid, qui associe manifestations, spectacles de marionnettes, réunions d'enfants, organisées par des ONG qui avaient l'habitude de travailler là-dessus. Une campagne qui incitait les femmes à voter, en disant aux femmes, spécifiquement aux femmes, ne restez pas chez vous, allez voter, utilisez votre pouvoir pour obliger les hommes politiques à rendre des comptes à la population. C'était la nature du message. Et l'autre message, inciter les gens à voter sur des questions politiques et non en fonction de la caste. Donc voter sur des thèmes, voter sur l'éducation, etc. Ne votez pas en fonction de la caste. Donc la question c'est, est-ce que ça fait voter les femmes et est-ce que cela fait voter les gens sur des thèmes plutôt que sur la fonction de la caste. Alors les résultats, les 2 campagnes ont permis d'augmenter le taux de participation féminin. Donc à la fois la campagne destinée aux femmes et l'autre campagne ont fait venir les femmes plus aux urnes. La campagne anti-caste, la campagne ne votez pas pour les castes, diminue le vote de caste dans les hautes castes. C'est-à-dire le parti BSP, qui est le parti intouchable, reçoit plus de votes des membres des hautes castes dans les endroits où on a dit votez sur des thèmes, ne votez pas sur la caste. Ce qui est important de dire pour comprendre le contexte, c'est que le BSP essayait dans cette élection d'élargir un petit peu son appel en faisant appel à tous, en disant même les hautes castes peuvent voter pour nous, nous améliorons la situation de tout le monde. Et c'est d'ailleurs cette augmentation de son appel qui a expliqué son succès électoral. Donc pour les hautes castes, on voit de fait que les hautes castes sont sensibles au message, l'interprètent et votent plus du parti qui ne les représente pas directement. Pour les basses castes, l'effet est plus délicat. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont moins de chances de voter. Donc la manière dont les chercheurs l'interprètent, c'est qu'ils se sont dit « Ah oui, on ne doit pas voter pour la caste », mais donc ont décidé de ne pas voter pour le BSP naturellement, ce qui était leur parti de caste naturel, mais ayant pris cette décision, se trouvaient un petit peu sans choix évident, donc c'est plutôt rester en retrait. Dans les 2 cas, ça montre que même si on part de l'exemple du Bénin, où l'appel ethnique, comme ça permet de faire gagner des élections, on voit qu'il n'y a pas de fatalité dans cela, puisque finalement, il est possible de changer les préférences politiques des gens avec un message relativement facile à faire parvenir, c'est-à-dire sous la forme de campagne, etc. Pas une éducation profonde sur une quinzaine d'années. Donc en conclusion de l'ensemble de ce cours, les pauvres, on l'a vu, sont les premières victimes de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Ils subissent la qualité médiocre des services locaux et ne perçoivent pas ceux auxquels ils ont droit, que ce soit des services gratuits dans les centres de santé, que ce soit des enseignants présents, que ce soit des infirmières présents, que ce soit le droit d'enregistrer votre plainte, etc. Tout ça est évidemment extrêmement important et la raison pour laquelle j'ai choisi de mettre gouvernance et corruption comme notre dernier thème, c'est que tout ce que nous avons vu pendant le reste du cours restera lettre morte s'il n'y a pas de possibilité de mettre en œuvre ces programmes. C'est-à-dire on a vu toute une série de programmes qui sont effectifs pour lutter contre tout un tas de choses, mais si on n'a pas les moyens politiques de mettre ces programmes en place concrètement sur le terrain, eh bien, ça n'a pas spécialement d'intérêt d'avoir des programmes qui marchent. Ça reste une curiosité scientifique. Évidemment, ce n'est pas l'objectif de nos travaux. Donc la qualité de la gouvernance est une question absolument essentielle pour donner sens à tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Or, c'est le paradoxe de la démocratie. Même les institutions démocratiques n'assurent pas automatiquement une bonne gouvernance au niveau local. On le voit par exemple en Inde, qui est souvent mise en exemple comme la plus grande démocratie du monde, ce qui est le cas. C'est une démocratie qui fonctionne très très bien, avec une alternance politique régulière, des élections contestées, etc., du niveau le plus local au niveau le plus national. Or, c'est un pays où il y a une corruption absolument insupportable pour les populations les plus pauvres. Donc, les institutions démocratiques n'assurent pas un bon fonctionnement des institutions au niveau local.
Et par ailleurs, il y a le phénomène dont nous avons parlé précédemment, qui est que, en quelque sorte, c'est même les institutions démocratiques elles-mêmes, dans la mesure où elles fonctionnent bien et dans la mesure où elles ont des objectifs sociaux qui diffèrent des forces naturelles du marché, qui font que la corruption émerge. C'est-à-dire, c'est parce qu'une société décide qu'il est juste que les lits d'hôpitaux arrivent à ceux qui en ont le plus besoin, même s'ils ne peuvent pas payer, que cela génère une opportunité et un désir de corruption auprès de la personne qui est en charge d'attribuer ces lits d'hôpitaux. Donc, paradoxalement, c'est la démocratie elle-même, et en quelque sorte une démocratie qui fonctionne bien elle-même, qui mène à la corruption. On ne peut quasiment plus parler de corruption au Zimbabwe s'il n'y a plus de prétention que l'État essaye d'imposer quelque chose à qui que ce soit. En quelque sorte, il y a toujours la corruption est entièrement concentrée sur la tête de l'État. Donc la corruption qui touche les plus pauvres n'est pas automatiquement éliminée par la démocratie, en quelque sorte, au contraire. Donc ça peut être un message un petit peu déprimant dans le sens où alors la corruption sera toujours avec nous, mais je ne pense pas que c'est déprimant et je ne voudrais pas terminer sur une note négative, je voudrais terminer sur une note d'espoir, au contraire. Ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, mais il y a certainement de l'espoir. D'une part, la corruption semble pouvoir être limitée par les incitations, c'est-à-dire par des audits et révéler la corruption, en punir les perpétrateurs et les soumettre à la discipline électorale. D'autre part, on a vu que les règles de la démocratie influencent les décisions politiques à la fois à court et à moyen terme. À court terme, parce qu'elles influencent directement les politiques, à moyen terme, parce qu'elles changent les préférences politiques et les perceptions. Donc des institutions peuvent être améliorées, peuvent être conçues pour mieux résister à la mainmise des élites et à la tyrannie de la majorité, qui est le terreau de la corruption. On l'a vu dans le cas de l'Inde. Par ailleurs, les préférences politiques sont sensibles à l'expérience et à l'information. Donc le vote ethnique, qui est lui-même une des manières dont la corruption s'entretient, n'est pas une fatalité non plus. Donc sur la question des institutions, comme sur toutes les questions que nous avons vues dans le cours, à nouveau, on doit regarder dans les détails, c'est-à-dire ne pas prendre les institutions pour ce qu'elles sont, et se dire, comme c'est souvent le cas, en particulier dans la littérature macroéconomique ou dans les discussions politiques, il y a les mauvais pays qui ont des mauvaises institutions et il y a les bons pays qui ont de bonnes institutions. Les institutions sont finalement comme des écoles, comme des centres de santé, sont des objets qu'on peut changer, on peut changer les règles, elles sont perfectibles. Certaines règles marchent mieux que d'autres, sont plus robustes que d'autres, et on peut expérimenter sur elles, comme sur d'autres choses, afin d'arriver à une meilleure, non seulement définition des politiques économiques, mais surtout mise en œuvre de ces politiques. Je vais en rester là, en vous remerciant pour votre attention sur ces 4 cours.